On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de football scolaire à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Mais d'abord, on reçoit une nutritionniste qui vient d'écrire un livre pour nous faire découvrir 21 escapades gourmandes. Le livre s'appelle « Prenez le champ, 21 escapades gourmandes sur les routes du Québec ». Son auteur est nutritionniste. Elle est avec nous, Julie Aubé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. D'où est venue l'idée pour une nutritionniste de devenir auteur et d'avoir un livre qui se veut un peu un portrait de destination d'agrotourisme au Québec? C'est une très bonne question. En fait, on me la pose souvent. Là, pourquoi une nutritionniste parle d'agrotourisme? Puis la réponse est, je pourrais faire une longue histoire, je vais essayer d'être brève, c'est que pour moi, bien manger, la notion de bien manger, c'est beaucoup plus large que les saveurs et les éléments nutritifs. Pour moi, bien manger, c'est aussi de prendre le temps de réfléchir à toutes les autres choses qui impactent nos aliments, finalement, comment ils ont été produits, par qui, où, ils ont voyagé combien de temps, quel type d'agriculture, de quel type d'agriculture ça vient, ils ont été achetés comment, transformés comment. Je pense qu'il faut qu'on se pose aussi toutes ces questions-là parce que comme mangeurs, on est aussi des citoyens. Quand on fait juste choisir un aliment pour le total de ses vitamines et de ses minéraux, c'est comme si on oublie d'autres aspects, finalement, qui sont importants dans le c'est quoi, bien manger. Puis moi-même, j'ai toujours été intéressée par la nature, la ferme. Les visites à la ferme, c'est quelque chose que j'ai toujours inclus dans mes vacances, comme étant grande gourmande à la base. Quand je vois une fromagerie, un vignoble, une ferme où on peut faire de l'autocueillette, j'ai tendance à m'y arrêter puis à amener mes amis. Puis à force de faire des rencontres avec des producteurs, des agriculteurs, des gens super inspirants qui travaillent la terre, j'ai vraiment réalisé que ces gens-là, ils ont une réflexion sur comment on produit les aliments super inspirantes. Ils ont des choses à dire, ils ont de l'information à nous partager. Ouais. Et puis, ils ont moins souvent le micro, finalement. Ils ont moins souvent la tribune pour partager ces messages-là. Donc, je me suis dit, des beaux portraits de producteurs, c'est un peu une façon de créer un rapprochement entre les mangeurs et ceux qui produisent nos aliments. C'est bizarre parce qu'il y a comme deux extrêmes dans tout ça, parce que la vie va extrêmement vite, donc les gens sont pressés de manger, puis de manger vite, puis avec les produits transformés et tout. Mais en même temps, les gens aujourd'hui sont plus éduqués, plus instruits, peut-être un peu plus curieux. L'agrotourisme s'est beaucoup développé. Oui. Donc, à l'opposé, on veut bien manger, mais il faut que ça se fasse vite. C'est comme difficile de jumeler les deux. Clairement une tendance à tout ce qui est efficacité. Il faut que ça aille vite. Les gens cuisiner, il faut que la recette soit en 20 minutes et moins, tout ça. Donc, les gens manquent de temps, manquent d'énergie. Ça, c'est une grosse tendance qu'on observe. Mais c'est vrai qu'en parallèle, les gens ils se posent aussi de plus en plus de questions sur qu'est-ce qu'on mange. Puis je pense qu'on n'a jamais vu autant d'émissions de télévision, de magazines, d'articles dans les journaux qui traitent d'alimentation. Fait que ça témoigne vraiment du fait que peut-être que cette abondance-là d'informations fait aussi en sorte que les gens se questionnent davantage. Puis ils cherchent définitivement davantage à savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Ça, et la provenance de ce qu'ils mangent. Oui, par qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi, d'où ça vient, par qui ça a été produit. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on sait d'où ça vient puis par qui ça a été produit que c'est obligé d'être une recette qui est longue à faire une fois qu'on arrive à la maison. Ça peut quand même être de la cuisine de tous les jours. Bon. Parmi les 21 escapades gourmandes sur les routes du Québec, il y en a quoi, 3 en Montérégie? Oui, exact. En fait, les 21 escapades sont réparties dans 9 régions touristiques qui sont autour des principaux noyaux urbains de Montréal et de Québec. Parce que la proposition que je fais avec Prenez le champ, c'est vraiment de suggérer de l'inspiration pour de l'agrotourisme de proximité pour les urbains. Donc, les escapades partent Gatineau, Laurentides, la Naudière, Mauricie, la capitale nationale, puis en face, on a Chaudière-Appalaches, Champ du Québec, Canton de l'Est, puis en Montérégie ici, puis il y a 3 escapades sur le territoire. Autrement dit, si on habite à Gatineau, on habite à Trois-Rivières, on habite à Québec, ou peu importe où on habite, quand on habite dans un centre urbain, si on se procure le bouquin dans un rayon d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route, exactement, on sera capable de trouver des destinations d'agrotourisme intéressantes. C'est exactement ça l'objectif. C'est quand on habite un de ces centres urbains-là, il y a plusieurs escapades qui vont être possibles d'être réalisées en une journée. Puis je dis une journée ou un week-end, parce qu'après, selon le rythme auquel on a le goût de faire notre escapade, ou si on veut y joindre d'autres types d'activités, peut-être des activités sportives ou voir de la famille, bien, on peut faire ça sur un week-end, mais ils sont pas mal tous réalistes en une journée. Bon, dans le cas de la Montérégie, si je me fie évidemment à l'ordre qu'on a ici, on a la Montérégie autour de Rougemont, où vous nous parlez du potager Mont-Rouge, cidrerie Michel Jaudoin, le domaine Cartier-Potel et la Fille du Roi. Et il y a la Montérégie autour de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Gré des Champs, la fromagerie, au Fil du Vent et le Mât des Patriotes, là, qui est du côté de l'Acadie, un nouveau vignoble. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ces destinations en Montérégie? Qu'est-ce qui vous a étonné?
Étonné, ça pourrait être des découvertes que j'ai faites. Par exemple, on vient de parler de Au fil du vent, qui est dans l'Escapade, juste ici, autour de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui font... je ne sais pas, est-ce que vous les connaissez? Pas beaucoup, non. Ils font un produit qui s'appelle le verjus, qui est, dans le fond, c'est un liquide qui est un peu acide, qui est issu du pressage de raisins immatures. Donc, c'est quelque chose qui peut remplacer le vinaigre ou même le jus de citron dans des recettes, mais qui est finalement très local parce que c'est fait à partir des raisins qui font pousser eux-mêmes sur leur exploitation. Fait que quand on veut s'amuser à cuisiner local, puis ça aussi, c'est intéressant des fois de remplacer des ingrédients qui viennent d'ailleurs. Bien, le verjus, pour moi, ça a été une belle découverte, puis je m'amuse à l'utiliser à plein de sauces en cuisine. Ils font aussi le même piment que le piment d'Espelette qu'on fait venir de France, mais finalement, on peut le faire pousser ici et utiliser des ingrédients locaux dans notre cuisine. Mais au-delà d'utiliser les ingrédients locaux, c'est la rencontre avec les gens. C'est parler avec Joanne et Pierre qui vont nous montrer leur exploitation, nous expliquer comment ils font pousser les choses, puis tout ça. Cette rencontre-là avec les producteurs, pour moi, ça a beaucoup de valeur parce que ça fait en sorte que nos aliments ne sont plus anonymes. Ils ne viennent plus de quelque part, on ne sait pas trop où. Ils ont maintenant des histoires, des visages puis des paysages qui leur sont associés. Ça fait en sorte qu'on accorde la valeur aux aliments puis on ne les voit plus de la même façon dans notre assiette après. D'aller visiter les gens dans leur marché, dans leur milieu, discuter avec eux, voir comment ils font ça. Et ensuite, en profiter aussi pour faire des achats pour les ramener à la maison. Prenons l'exemple du fromage. Bon, fromagerie au gré des champs, c'est un incontournable. Mais encore là, évidemment, on peut aller dans un endroit où il y a des centaines de fromages. Mais si on fait une escapade un samedi-dimanche, on va se balader à Iberville, on arrête, on discute, puis on achète des trucs. Ça n'a pas la même signification quand on revient à la maison pour consommer le produit. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que ça n'a pas du tout la même signification quand il y a eu une démarche, quand il y a eu une rencontre, quand il y a eu une expérience autour du produit. Il y a des endroits où on fait plus de l'achat à la ferme et puis c'est très bien, on revient à la maison, on a acheté des aliments en circuit court. Puis il y a plusieurs endroits qui sont présentés dans l'ouvrage aussi où on va carrément vivre une expérience unique, l'autocueillette de quelque chose de particulier. Vous mentionniez tout à l'heure la fille du roi qui est en Montérégie aussi. Et là, quand on arrive là vers la fin de l'été, début de l'automne, on peut arriver et faire de l'autocueillette d'artichauts. On cueille des pommes, on cueille des fraises, c'est quand même plus commun, mais faire de l'autocueillette d'artichauts ou même de cerises de terre, c'est quand même une expérience qui marque finalement. Puis moi, je dis beaucoup que l'agrotourisme, c'est une expérience qui est absolument géniale à faire en famille ou de façon multigénérationnelle parce que pour les enfants, c'est extrêmement formateur. La petite cerise de terre, des fois, qui est en décoration puis qui ont tendance à tasser, bien, une fois qu'ils vont en avoir mangé dans le champ puis cueilli eux-mêmes, et ça ne prendra plus jamais la même signification, ça c'est certain. C'est sûr que nos milieux se sont beaucoup urbanisés au fil du temps, parce que c'est sûr que même si on fait un retour en arrière sur une centaine d'années, on était ici là, dans un milieu très rural. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, on est très, très, très urbain. Là. Mais est-ce que ultimement, les urbains que nous sommes ont cette espèce de besoin de retour à la terre? Mais je pense que ça doit certainement stimuler une forme de curiosité. L'agrotourisme, depuis les dernières années, ça augmente en popularité. De plus en plus, les gens cherchent à faire ce type d'activité-là. Puis même si ce n'est pas de l'agrotourisme pour l'espèce de besoin de sortir de la ville, là, entre citadins, moi j'habite à Montréal, puis les gens sont toujours tellement contents de dire en fin de semaine, on sort de la ville, on va à telle place, telle place. C'est drôle aujourd'hui, là, on a dans certaines villes dire « Hey, wow, telle ville accepte les poules urbaines. C'est un grand débat. Oui. Puis effectivement, avoir 2-3 poules dans son fond de cour, est-ce que ça dérange le voisinage? Peut-être pas vraiment. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique, mais c'est drôle de voir qu'aujourd'hui, puis je sais que même à Montréal, c'est un débat dans certains arrondissements, de dire est-ce qu'on peut avoir des poules en ville? Donc, plutôt que d'aller acheter nos œufs, on ne sait pas trop où, là, de les avoir à tous les matins. Ça revient sans doute à la démarche de savoir qu'est-ce qu'on mange, parce que je pense que ce qui arrive avec les circuits longs de distribution qu'on a en ce moment dans le monde de l'alimentation, c'est que les aliments, ils viennent de partout, ils ont voyagé des milliers de kilomètres pour aboutir dans des centres de distribution avant de finir dans nos épiceries. Puis nous, on les achète éclairés au néon. Ça devient très, très impersonnel comme démarche, cette expérience-là d'achat d'un aliment, alors que finalement, c'est un élément de base à notre vie, manger. Puis il y a plein de producteurs autour de chez nous qui produisent souvent les mêmes aliments que ceux qu'on achète qui viennent de très, très loin. Fait que c'est aussi une réflexion qui vient avec. À force de visiter des fermes, on réfléchit à tout ça. Souvent, ce qui me frappe, c'est l'exemple des fraises. Oui. Parce que même en plein été, les fraises de la Californie, qui sont très, très grosses, pas très, très rouges, qui goûtent pas souvent grand-chose, mais qui sont pas très chères. Et c'est ça qui est un peu le drame. On rentre à l'épicerie, puis on dit « Hey, wow, les fraises du Québec sont arrivées. »
Là, tu dis, OK, ils sont super petites, ils sont super rouges, ils coûtent 5 $. Il y en a des super grosses à côté qui coûtent 2,5 $. Là, le consommateur, il fait quoi, là? Sauf qu'on s'entend que la fraise du Québec ne goûte pas la même affaire. Là. Non, mais c'est ça. Il y a plusieurs éléments de réponse à ça qui me viennent en tête. Il y a la notion de quantité par rapport à la qualité. Souvent, en nutrition, on a tendance à dire bien, mieux vaut choisir mieux, mais en prendre moins. De toute façon. Pour les fruits et légumes, ça ne serait sûrement pas le même message parce que de toute façon, les gens n'en mangent pas assez des fruits et légumes. Là. Mais effectivement, moi, n'importe quand, pour des fraises qui goûtent meilleur, qui ont moins voyagé, c'est certain qu'elles vont avoir été cueillies un peu plus matures, un peu plus goûteuses, plus gorgées de soleil. Je trouve que c'est un compromis qui tend vraiment vers notre produit du Québec. Il y avait un grand débat sur le prix du chou-fleur. Mais exact. Ou encore certaines épiceries qui disaient, oui, le chou-fleur est à 99 sous, mais il est gros comme ça. Ouais. Il est 99 sous, mais il est tout petit. Là. Mais ça, c'est un bon exemple, le chou-fleur cet hiver, quand on a eu le drame du chou-fleur à 8,99 $. Mais moi, en même temps, je reçois des paniers biologiques, même l'hiver, d'agriculteurs du coin. Puis pour une vingtaine de dollars, j'avais une table remplie de carottes, de patates, de navets, de choux. J'avais même des pommes biologiques. J'avais plein d'affaires sur ma table qui poussaient autour de chez nous, qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui venaient du Québec, qui étaient biologiques en plus. Puis je regardais le chou-fleur à côté, puis je me trouvais gagnante dans l'échange, et ce, même en plein hiver. Donc, les consommateurs que nous sommes doivent faire l'effort. Ça prend un effort. Oui, ça prend un effort et une démarche. Ouais. Ça prend une démarche. Et d'ailleurs, je vais quand même le montrer parce que on comprend qu'il y en a 21, là, mais il y a aussi une petite carte, comme on voit ici. C'est un exemple que j'ai pris au hasard, où c'est super bien imagé, où les gens peuvent comprendre où ils vont. Exactement. Chacune des 21 escapades est précédée d'une double page de cartes personnalisées. Comme je disais, ça ne remplace pas le Google Maps. Là. Vous allez avoir besoin quand même d'un outil pour vous diriger précisément avec les sorties et tout ça. Mais ça permet d'avoir une vision globale d'à quoi ressemble le circuit. Puis ça me permettait aussi d'ajouter des arrêts supplémentaires gourmands sur la route parce que entre un arrêt qui est présenté en portrait puis un autre arrêt qui est présenté en portrait, peut-être qu'on croise quelque chose d'autre intéressant. Puis sur les cartes, ça me permettait d'indiquer ça. Ou aussi des beaux endroits pour pique-niquer. Puis j'indiquais également des marchés publics qui sont sur les balades, sur le chemin des balades. Là, j'ai vu dans le livre que vous nous avez amené, il y avait un autocollant. Oui. Est-ce qu'il y en a dans tous les livres? C'est un petit cadeau pour vous, ça. C'est un petit il n'y en cadeau. a pas dans tous les livres. Ah, OK, bon. C'est marqué « Prenez le champ, agrotouriste à bord ». On voit toujours des véhicules avec famille à bord ou bébé à bord. Bien, moi, j'ai décidé de faire un agrotouriste à bord avec fierté. Vous allez pouvoir mettre ça sur votre véhicule pour la belle saison. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur julieaubé.com? julieaubé.com, c'est mon site. Donc, c'est là aussi où je peux écrire différents articles. Je partage des recettes, je partage des portraits, des découvertes gourmandes principalement. Bon. Donc, Prenez le champ aux éditions de l'Homme. Est-ce que c'est disponible en format numérique aussi? Oui, également. Donc, les deux sont disponibles. Donc, vous pouvez bien sûr se procurer ce beau bouquin de Julie Aubé, nutritionniste, 21 escapades gourmandes au Québec, dont quelques exemples, bien sûr, en Montérégie, mais ailleurs, si vous voyagez à travers le Québec, ça peut être un outil intéressant pour développer votre agrotourisme en vous. Oui, voilà, et associer toutes sortes de belles choses aux aliments qu'on met dans nos assiettes. Bien, merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de football scolaire. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle des géants. Oui, avec Kevin Dupré, joueur offensif par excellence et futur carabin. Toi, on parle de course à pied. Avec Annie Ferland, la course des 3 pas, mais en fin d'émission, on parle de Trevor Bayne. Ouais, manquez pas ça. Il y a différentes formes d'activités ou de programmes qui sont offerts aujourd'hui aux élèves qui fréquentent les écoles, entre autres ici, la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Parlons du football scolaire. Quel est un peu l'état des lieux en ce moment, en 2016? 3 invités pour en parler. D'abord, Michel Grisé, qui est le responsable du programme.
Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de l'un de ses élèves qui fréquente l'école secondaire Marguerite Bourgeois, Frédéric Marquis. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Jean Grimard, qui est un entraîneur de football scolaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Un talent qu'on ignorait, M. Grimard, mais quand même. Un autre. Un revenant. Voilà. M. Grisé, comment se porte le football scolaire ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Si on compare avec les années antérieures, on est en difficulté. Il y a beaucoup moins de jeunes qui s'inscrivent qu'il y en avait il y a 10 ans. Donc, c'est pour ça que cette année, on a fait un regroupement des écoles du côté ouest de la rivière pour nous permettre d'avoir une équipe que je qualifierais de potable, dans le sens que souvent, on a des équipes qui sont 20 joueurs, 25 joueurs. Puis je crois qu'au football, ce nombre-là est insuffisant pour avoir une équipe adéquate. Donc, en faisant un regroupement, nous, on espère de regrouper une trentaine de jeunes joueurs de football cadets. Bon. Quelles sont les raisons qui expliquent cette baisse de clientèle au football scolaire? Il y a quelques raisons. Premièrement, c'est que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup plus de choix de sport. Ils ont le hockey, le soccer, la guitare, le Nintendo. Donc, ce qui fait qu'il y a peut-être moins d'intérêt. Et il y a eu beaucoup de publicité, ou je dirais de mauvaise publicité sur les commotions cérébrales qui fait qu'il y a beaucoup de parents qui hésitent à inscrire leurs jeunes au football et on oublie les belles qualités du jeu de football. Quelles sont justement ces belles qualités? En quoi le football est-il important dans la vie d'un jeune, de certains jeunes même parfois qui éprouvent des difficultés scolaires, chez qui on peut même les raccrocher, ou même dans d'autres cas, pour qui ça peut être, on peut faire du sport, mais aussi avoir une belle progression académique? Là. Le sport est formateur, premièrement. Puis, le football est un beau sport d'équipe dans le sens que peu importe les qualités athlétiques que tu as, on peut te trouver un endroit pour jouer. Ça peut être demi-défensif, joueur de ligne offensive, joueur de ligne défensif. Selon ton gabarit, selon ta personnalité même, on peut te trouver une belle position, puis le jeune se développe selon ses capacités. Et dans le cas de Frédéric, la position, c'est quart arrière. Ouais. Le gabarit l'impose. Ouais. Donc, tu as 14 ans, tu es en secondaire 2 à Marguerite Bourgeois, mais tu fais du football scolaire, mais en même temps, tu es inscrit au programme Langue et communication. Ouais. Comment les deux sont-ils possibles? Comment on peut être à la fois en langue et communication et en football scolaire? Ben, dans le fond, le football scolaire, c'est après l'école. Puis, langue et communication, ça se fait pendant la journée. Dans le fond, langue et communication, entre parenthèses, c'est comme, chaque jour, on a une période de langue, comme 1h15. Puis vu que le football, quand on s'inscrit, c'est après l'école, ben j'ai pas de problème de... Autrement dit, la distinction, c'est que dans ce cas-ci, ce n'est pas du sport-études. Non, c'est pas du tout du sport. C'est une distinction importante à faire. Oui, très importante. Donc, un jeune comme Frédéric peut très bien faire son choix de programme qui est langue communication, mais ça n'y empêche pas de jouer au football. Et c'est pour ça qu'on a fait la fusion du côté ouest de la rivière. Bon. Et qu'est-ce qui fait que tes parents t'ont inscrit et que toi, tu as eu le goût d'aller au football scolaire? Au début, j'ai eu le goût d'aller au football parce que, dans le fond, c'est un sport d'équipe, puis j'aime les sports d'équipe. Puis deux, ben c'est parce qu'il y a beaucoup d'action, puis j'aime ça comme... Les sports, pas d'action, c'est pas trop le fun. Mais les sports comme contact, tout ça, ben c'est plus mon genre. Et là, ça fait combien de temps que tu joues au football? 3 ans. 3 ans. Et comment arrives-tu à faire les deux? C'est-à-dire, continuer d'être performant à l'école le jour, mais tout en étant aussi performant après l'école avec le football? Bien, dans le fond, c'est faire nos horaires. C'est plus... dans le fond, on s'arrange avec... admettons, tu as une pratique le lundi, une pratique le mercredi. Fait que là, je vais faire mes devoirs le samedi, je vais faire mes devoirs le mardi, mais comme plus... pour pas faire de conflit d'horaire. Donc, il y a une question de discipline à s'imposer au niveau de la gestion de l'horaire. Jean Grimard, depuis quand êtes-vous entraîneur de football? Oui, bien là, ça dépend sous quel angle on prend la question. J'ai été entraîneur des géants puis des Obélix dans les années 70, donc depuis ce temps-là. Mais il y a eu un grand bout où j'ai fait autre chose, ce qui fallait que je gagne ma vie. Et donc, je suis revenu entraîner les jeunes maintenant depuis 4 ans, depuis que j'ai pris ma retraite, là, avec les équipes cadettes des Titans. On s'appelle les Titans, les écoles qu'on a mentionnées tantôt. En quoi c'est différent de la première époque que vous avez vécue
Est-ce que les jeunes sont différents? Est-ce que le jeu est différent? Est-ce que l'équipement est différent? Qu'est-ce qui est différent de là 30, 40 ans? Bien, écoute, le jeu est toujours le même, tu comprends, mais les jeunes, c'est extrêmement différent. On parle souvent de l'enfant roi, là, mais il faut être extrêmement prudent de la façon qu'on approche les jeunes aujourd'hui par rapport à la façon qu'on les approchait il y a 30 ou 40 ans. L'approche n'est pas pareille. Non. Et les réponses des parents ne sont pas pareilles non plus. Donc, il faut être plus calme, il faut être plus posé dans nos interventions. Moi, j'étais reconnu comme un entraîneur à l'époque. Des jeunes, Michel a joué pour moi. Ça te fait sourire, là. Il a joué pour moi. Ça a été un de mes joueurs. Alors, j'étais reconnu comme un entraîneur assez... assez rude, assez dur? Assez exigeant, oui. Là, je pèse mes mots. Il s'est adouci? Beaucoup. Sinon, vous ne l'auriez pas pris. Et aujourd'hui, tu ne pourrais plus coacher comme ça. Ouais. Il faut... mais il reste que... Tu sais, Frédéric le disait, il aime ça, c'est un sport de contact, c'est un sport d'équipe. Tu sais, ce que je remarque, là, moi, je m'implique encore, même au niveau des écoles primaires, avec mes petits-enfants dans du coaching. Et les garçons, ils n'ont pas beaucoup de sports là, où ils peuvent vraiment... Ouais. Tu sais, un sport de gars. Je m'excuse, je veux pas... On peut prendre des filles aussi. Ça arrive qu'il y a des filles qui jouent au football. Mais les gars ont besoin de ça. Les gars ont besoin d'un sport où il va y avoir des contacts, il va y avoir de l'agressivité, il va y avoir... Puis c'est un sport d'équipe magnifique parce que c'est pas 10 joueurs, 20 joueurs, c'est 30 joueurs. C'est des conditions d'entraînement difficiles parce que ça se joue à l'automne, souvent dans des conditions difficiles à l'extérieur. Bon. Maintenant, on a des conditions ici, nous, d'entraînement particulièrement intéressantes. C'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de revenir. En fait, je coach sur le même terrain que je coachais lorsque je coachais les géants, mais il est en gazon synthétique. Ouais. Alors, dans la boue, j'aimais moins. J'aurais eu de la difficulté. Mais là, sur le synthétique, ça va très bien. Mais il reste que les gars aiment. C'est un sport de gars. C'est un sport... Comment ça fonctionne? Parce que là, vous avez dit, on a formé une équipe donc, pour l'ouest de la rivière, donc il y en a une autre pour l'est de la C'est ça, rivière. la polyvalente Marcel Landry. Du côté de Landry. Ça s'adresse aux jeunes de secondaire 1 à 5? La catégorie cadette, c'est surtout des jeunes de secondaire 2 et 3. 2 et 3. Qui sont nés entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2003. Et après ça, c'est des juvéniles. Mais cette année, en juvénile, on a beaucoup de jeunes à cause du regroupement. On a amplement de jeunes comme jamais. Mais l'année prochaine, ça va revenir à la normale. Bon. Quelles sont les exigences? Parce que, bon, là, nous, on est au printemps. Il y a peut-être des parents qui nous regardent ou des jeunes qui se disent, bon, bien, peut-être que j'aurai de l'intérêt, moi, pour l'automne prochain, pour m'inscrire. Quels sont les critères d'admission pour ce programme-là? Aucun. Il n'y a pas de critères comme Non. tel. Si un jeune veut s'essayer, et surtout au printemps, là, c'est le temps de s'essayer, c'est le temps d'avoir le goût, puis ça ne coûte pas cher. Nous, la saison coûte 375 $, incluant le printemps et l'automne. Ah ouais. Équipement fourni. Équipement fourni? Excepté les souliers de course, mais casse épaulettes, et nos équipements C'est sont moins cher de que très le hockey, bonne ça. qualité. Ah, c'est beaucoup moins cher que le hockey. Oui, ça, c'est beaucoup. C'est ça, oui. Les transports aux parties, on parle d'autobus scolaire, évidemment. Il y a donc... Et là, vous vous entraînez combien de fois par semaine, Frédéric? Là, c'est 2. C'est 2 soirs, en fait, c'est après Ouais. l'école. Là. Oui. Donc, c'est 2 jours par semaine. Ça, c'est l'entraînement. Le printemps. L'automne, c'est 3 fois semaine, 2 heures par soir. Puis à l'automne, 2 heures par soir. 3 fois semaine. 3 fois semaine, plus le match. Donc, c'est 4 activités par semaine. Le football, c'est ça. Le football, c'est très intensif. Hein. C'est beaucoup de pratique, faut s'entendre pour un match. Frédéric, c'est quoi le degré de satisfaction quand on joue au football? Au-delà du fait que c'est amusant, que c'est rude, qu'il y a une collégialité avec les collègues qui jouent, mais au niveau du jeu, qu'est-ce que tu éprouves, toi, comme plaisir, exemple, quand tu fais ton job de quart arrière? Bien, admettons, tu réussis quelque chose que tu n'as pas été capable de faire avant. Exemple? Mais là, c'est sûr que tu es satisfait, comme OK. content. Puis en plus de le réussir dans un match, puis qui fait que ton équipe puisse avancer d'un point, bien là, ça augmente la satisfaction. Et qu'est-ce que tu réussis à faire maintenant que tu avais plus de misère l'an passé? Bien, lancer un ballon comme il faut. OK. Frédéric, il faut dire que Frédéric était un de nos joueurs l'an passé. C'est un demi-défensif.
Et cette année, on lui a demandé c'est un gros changement, très, très gros changement. Il adore jouer corps arrière. Il a beaucoup de potentiel, il va être très bon comme corps arrière. Et toi, donc, ton désir, là, tu es en secondaire 2, mais ton désir, c'est d'en faire encore en secondaire 3, 4 et 5. Tu veux vraiment passer ton secondaire au complet à jouer au football. Là. Puis peut-être même le cégep, si je suis capable. Et donc, cégep, éventuellement, avec les géants et tout. Là, Oui, c'est dans notre organisation, présentement, au camp d'entraînement, au camp de printemps des géants, on compte 5 joueurs qui sont passés par notre organisation, qui sont présentement à l'entraînement avec les géants. Donc, quelques-uns vont faire l'équipe sûrement. Là. Je reviens avec ce que vous avez dit au début. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de compétition maintenant parce que les jeunes ont beaucoup de choix. Il y avait le truc sur les commotions cérébrales, là, ce qui rend peut-être certains parents plus frileux d'inscrire leurs enfants. Question de les rassurer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Moi, je vais laisser Jean là-dessus parce qu'il est très convaincant sur... C'est quoi l'argument, Jean Grimard? Non, mais c'est que, écoute, d'ailleurs, moi, c'était un grand changement pour moi lorsque je suis revenu au coaching. Parce que tout de suite, on est inondé par des mesures de sécurité au niveau de l'enseignement. En fait, on veut protéger les principales blessures qui sont craintes là, par les parents. C'est les commotions cérébrales, les blessures cervicales qui peuvent entraîner une paralysie ou quelque chose du genre. Là. Donc, tout est vraiment axé vers des techniques, de l'enseignement de techniques sécuritaires. On suit une formation le 1er mai, tous les coachs de la région, là, c'est l'entraîneur des géants qui la donne. Ça s'appelle contact sécuritaire. Donc, on est là pendant 8 heures pour parler de contact sécuritaire. Là. Où mettre la tête, comment. C'est complètement différent de ce qu'on enseignait. On a des coachs avec nous, on essaie de convaincre de ces nouvelles techniques-là qui disent, voyons non, ça n'a pas d'allure, c'est pas comme ça qu'on enseigne, nous autres, mais... Tout est axé vraiment pour préserver la santé des jeunes. Là. Avant, on servait de la tête comme technique. Maintenant, le casque sert à protéger la tête et on n'utilise plus du tout la tête. Puis en plus, nous, dans notre organisation, on a un physiothérapeute à tous nos matchs. On a des thérapeutes qui sont autour de nous. Donc c'est... À vous trois, merci infiniment de ces précieuses explications. On va te souhaiter bonne chance, Frédéric, pour la suite de ta carrière en football. Et si, bien sûr, donc, comme le disait M. Grisé tantôt, donc c'est le moment de l'essayer. Là, si vous avez des jeunes qui ont de l'intérêt ce printemps, de l'essayer. Comme il a dit tantôt, ça coûte vraiment pas très cher pour s'initier donc au football scolaire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, M. Latour. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente, bien sûr, le Bavière quotidien. On vous rappelle que ce dimanche 13h30, c'est la Marche de la Terre, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. On vous rappelle que l'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et on vous rappelle bien sûr le Télébingo, dimanche matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.